Une jeune fille de 15 ans, originaire du centre du Missouri, menottée, a gardé le regard vide fixé au sol pendant la majeure partie de son procès pour meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie, assortie d'une peine supplémentaire de 30 ans, avec possibilité d'appel en vertu du droit des mineurs. Il a fallu plusieurs jours aux autorités pour retrouver le corps de l'enfant, dissimulé au cœur des bois. La vérité bouleversante a éclaté, plongeant la ville dans la stupeur. Suivez avec nous l'histoire d'Elizabeth Holten. Dans la petite ville de St. Martins, dans le Missouri qui compte un peu plus d'1 millier d'habitants, Elizabeth Holten, âgée de 9 ans, était la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Elle vivait avec sa mère, Patty, dans une maison remplie de rires et de l'odeur des pâtisseries préparées l'après-midi. Elizabeth était énergique, aimait l'art et, plus que tout, adorait le théâtre. Elle venait d'être choisie pour jouer dans une pièce scolaire et s'y investissait pleinement. Elle répétait ses répliques chaque jour, chantait et convainquait ses frères et sœurs de répéter avec elle. Pour Elizabeth, chaque journée ressemblait à une petite représentation. Elle cherchait la moindre occasion de se déguiser, de chanter sur les chansons de Hannah Montana ou de Taylor Swift, et de s'imaginer sur une grande scène. Toutes les personnes qui la connaissaient disaient la même chose. Elizabeth était douce, gentille, attentionnée et avait une façon naturelle de faire sentir aux autres qu'ils étaient aimés. Cet après-midi-là, Patty lui rappela clairement « Tu as 1 heure, rentre à la maison à 6h15, à Chino Saint-Pièce, et 15. » Elizabeth acquiesça et sortit en courant, pleine d'enthousiasme sans que personne ne sache que ce serait la dernière fois que Patty verrait le sourire de sa fille. Lorsque l'horloge indiqua 6h30, la maison baignait dans la lumière chaude du coucher de soleil. Et Elizabeth n'était toujours pas rentrée. Pour une enfant aussi responsable et qui avait peur de l'obscurité, Patty comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Elle appela sa fille, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Son cœur se mit à battre plus vite. Patty appela alors la grand-mère d'Emma, l'amie qu'Elizabeth était partie voir, espérant que sa fille était simplement restée un peu plus longtemps. Mais la réponse la glaça. Karen déclara qu'elle ne savait même pas qu'Elizabeth était venue et qu'Emma n'avait rien mentionné à ce sujet. Sans hésiter, Patty appela la police. En moins de 15 minutes, des agents arrivèrent au petit domicile familial et commencèrent à fouiller l'ensemble du secteur. La rue où vivait la famille bordait une zone boisée de 60 acres, un espace dense, accidenté, dans lequel un enfant pouvait facilement se perdre. Les équipes de recherche se déployèrent, frappant à toutes les portes, y compris celle de la maison d'Emma. Les grands-parents d'Emma, Karen et Gary, étaient inquiets et sous le choc. Ils n'avaient aucune information utile à fournir, mais se joignirent aux voisins pour participer aux recherches, animés par un sentiment d'urgence et de peur. Le quartier habituellement calme se remplit bientôt de voix appelant le prénom d'Elizabeth, dans l'espoir qu'elle puisse les entendre. Dans sa première déclaration, Emma expliqua que les 2 filles avaient marché dans les bois derrière sa maison, se faufilant à travers les hautes herbes et les arrière-cours des voisins. Après environ 1 heure, Elizabeth, toujours prudente et ponctuelle, dit qu'elle devait rentrer chez elle, conformément aux consignes de sa mère. Emma la regarda s'engager sur le petit sentier menant vers sa maison, et ce fut la dernière fois qu'elle la vit, à mesure que les agents inspectaient la zone. Aucun signe inhabituel ne fut découvert. La première hypothèse envisagée était qu'Elizabeth se soit perdue dans les bois, mais Patty, guidée par son instinct de mère, s'y opposa immédiatement. Elle a 9 ans. Elle ne se serait pas éloignée et elle a une peur terrible du noir. En l'espace de quelques heures, près d'un tiers de la population de la ville, plusieurs centaines de personnes quittèrent leur maison, munies de lampes torches, criant le prénom d'Elizabeth dans la nuit silencieuse. Des faisceaux de lumière balayèrent chaque buisson, chaque fossé, mais la forêt resta douloureusement muette. Lorsque l'obscurité rendit les recherches trop dangereuses, celles-ci durent être suspendues. À l'aube,
Elles reprirent avec encore plus de détermination. Et quelques heures plus tard, alors que l'inquiétude ne cessait de croître, le FBI fut appelé en renfort. Des agents fédéraux rejoignirent la police locale, mirent en place un centre de commandement et déployèrent des chiens de recherche, des aéronefs équipés de scanners infrarouges, ainsi que des équipes de plongée chargées d'inspecter chaque étang et chaque cours d'eau de la région. Au deuxième jour des recherches, les enquêteurs élargirent l'opération dans toutes les directions. Toutes les personnes de la région ayant déjà été connues des forces de l'ordre furent interrogées. Des pointes de contrôle furent installées à chaque entrée et sortie de la ville. Chaque véhicule passant fut arrêté, inspecté et consigné. Dans les airs, des hélicoptères survolaient l'immense zone boisée à l'aide d'équipements infrarouges, tandis qu'au sol, des équipes de plongée inspectaient chaque étang et chaque ruisseau. Des chiens de recherche furent déployés, suivant la moindre trace détectable, malgré une pluie légère et un terrain difficile. Tous poursuivaient leurs efforts, car chacun savait que lorsqu'un enfant ne rentre pas chez lui, chaque minute compte. Lorsque la police commença à examiner les données du téléphone portable d'Elizabeth, une faible lueur d'espoir apparut. Les informations fournies par l'opérateur indiquaient que son téléphone était encore allumé et que son dernier signal provenait des bois situés derrière son domicile. Mais cet espoir s'éteignit rapidement, la batterie se déchargea et le signal disparut. Le shérif expliqua qu'une zone cible avait été délimitée grâce à la triangulation, mais que les recherches restaient fortement entravées par un terrain accidenté, une végétation dense et des conditions météorologiques humides. Aucun objet personnel ne fut retrouvé, aucun mouvement détecté et aucune piste claire n'émergea. À chaque heure qui passait, la peur dans le cœur de sa mère et dans toute la ville ne faisait que s'intensifier. Lorsque l'analyse des données du téléphone portable fut disponible, les enquêteurs disposèrent enfin d'une nouvelle piste. Le relevé des appels indiquait qu'Elizabeth avait reçu un appel cet après-midi-là, quelques minutes seulement avant de disparaître du regard de tous. Le nom de la plante était Alyssa. Au départ, il ne s'agissait que d'un nom parmi d'autres dans ses contacts, jusqu'à ce qu'Emma, âgée de 6 ans, demande soudain à s'entretenir de nouveau avec la police. Elle parla d'une voix douce, hésita, puis livra un récit totalement différent de sa première version. Emma expliqua que c'était sa demi-sœur aînée, Alyssa Bustamante, 15 ans, qui lui avait demandé d'aller frapper à la porte d'Elizabeth ce jour-là. Après qu'Elizabeth fut sortie pour jouer, Alyssa les avait rejointes. Au début, tout semblait normal jusqu'au moment où Alyssa demanda à Emma de les laisser, Elizabeth et elle, seules pendant un moment. Mais Elizabeth, fidèle à ses habitudes de prudence, déclara qu'il était temps de rentrer chez elle et se mit en route pour revenir. Ce détail correspondait parfaitement aux données téléphoniques déjà en possession de la police. Emma retourna ensuite dans son propre jardin et joua seule. Peu de temps après, elle tomba dans un buisson épineux et appela à l'aide. Alyssa, qui se trouvait à l'intérieur de la maison, l'entendit et sortit pour l'aider. À ce moment-là, Emma remarqua quelque chose sur les vêtements d'Alyssa, une petite marque qui ressemblait à la conséquence d'une blessure mineure. Emma en fit part aux policiers, et ce détail, en apparence insignifiant, attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Ils invitèrent alors Alyssa à venir discuter. D'abord pour quelques questions simples, l'adolescente se montra ouverte, calme et disposée à coopérer. Mais fort de leur expérience, les agents ressentirent un malaise. Si le nouveau récit d'Emma était exact, alors la dernière personne à avoir vu Elizabeth ce jour-là n'était pas Emma, mais Alyssa Bustamante. 48 heures s'étaient écoulées mais la disparition de la fillette. À ce stade, plus personne ne croyait qu'Elizabeth se soit simplement perdue. L'un des agents décida de revenir plus près des habitations et d'examiner minutieusement chaque endroit qui aurait pu être négligé. Alors que l'équipe de recherche progressait plus profondément dans les bois, un groupe de bénévoles tomba sur quelque chose d'inhabituel, un grand trou qui semblait avoir été récemment creusé puis rebouché. Ils en informèrent immédiatement la police. Des spécialistes en criminalistique furent appelés. Mais lorsqu'ils l'ouvrirent, ils n'y trouvèrent que de la terre, aucune trace d'Elizabeth.
Malgré tout, cette découverte suscita un profond malaise chez les enquêteurs. Lorsque les détectives retournèrent au domicile de la famille Bustamante pour s'entretenir de nouveau avec Emma et Alyssa, ils remarquèrent plusieurs trous dans le jardin, presque identiques par leur taille et leur forme à celui découvert dans les bois. Un sentiment de crainte envahit alors l'équipe d'enquête. Un mandat de perquisition formel fut immédiatement délivré. La maison des Bustamante allait être examinée pièce par pièce. Elizabeth se rendait souvent dans cette maison et personne n'excluait la possibilité qu'un indice passé inaperçu s'y trouve. Au début, tout semblait normal jusqu'à ce que les enquêteurs pénètrent dans la chambre d'Alyssa. À l'intérieur, la pièce paraissait chaotique, comme si une tempête venait de la traverser. Des mots étranges et des dessins recouvraient les murs. L'un des croquis représentait une silhouette à côté du prénom Emma. Sur le bureau et le sol étaient éparpillés des papiers, des cartes et des lettres provenant du père d'Alyssa, incarcéré. L'ensemble de ces éléments donnait à la pièce une atmosphère lourde, comme si quelque chose de bien plus profond se dissimulait sous l'apparence calme de cette adolescente. Alors que les enquêteurs triaient les piles de papier éparpillées dans la chambre en désordre, ils découvrirent un carnet coincé entre des livres et des vêtements. Il s'agissait du journal intime d'Alyssa. À l'intérieur, les entrées étaient désordonnées, mêlant des lettres majuscules à des phrases violemment raturées. Un passage en particulier glaça les enquêteurs. « Si je n'en parle pas, je vais tout garder en moi. Et quand cela arrivera, quelqu'un sera blessé. » Ici, des spécialistes en criminalistique passèrent une source lumineuse à travers le verso de pages couvertes d'encre bleue. Sous les zones griffonnées, ils purent distinguer faiblement deux mots particulièrement inquiétants, « cut » et « throat ». Parallèlement, les dossiers scolaires confirmèrent un élément déterminant. Alyssa n'était pas en classe ce jour-là. Elle avait séché les cours, et personne ne pouvait expliquer où elle se trouvait précisément au moment où Elizabeth avait été vue pour la dernière fois. Les pièces éparses du puzzle commençaient à s'assembler. Un tableau psychologique complexe se dessinait, et le FBI prit officiellement en charge l'enquête. Le journal fut remis au sergent David Rice, chargé d'interroger Alyssa Bustamante. 15 ans, l'adolescente désormais au cœur de toute l'investigation. Née en 1994, Alyssa grandit au sein d'une famille marquée par une profonde instabilité. Ses deux parents étaient confrontés à de graves problèmes de dépendance. Son père entrait et sortait régulièrement de détention, tandis que sa mère disparaissait souvent pendant plusieurs jours. Finalement, Alyssa et ses frères et sœurs furent placés sous la garde de leurs grands-parents, Karen et Gary. Karen déclara plus tard qu'elle avait toujours traité Alyssa comme si elle était sa propre enfant. Elle savait que sa petite-fille avait traversé de nombreuses épreuves et tenta de compenser par de la patience, de l'affection et l'espoir qu'un environnement suffisamment stable l'aiderait à se reconstruire. Mais, quelque part au plus profond d'elle-même, quelque chose avait déjà commencé à se fissurer, quelque chose que personne ne remarqua à temps. À l'adolescence, Alyssa commença à présenter des signes préoccupants. Elle traversait des périodes durant lesquelles elle adoptait des comportements négatifs envers elle-même et exprimait parfois une forme de crise psychologique. Après avoir pris un médicament à un dosage dangereux, Alyssa fut admise dans un établissement de santé mentale pour une prise en charge d'urgence. Dans les rapports médicaux, les médecins la décrivaient comme une jeune fille souvent en colère, impulsive, et ayant des difficultés à maîtriser ses émotions. Elle reçut le diagnostic d'un trouble psychologique grave et se vit prescrire un traitement destiné à la stabiliser. Cependant, après sa sortie de l'hôpital, la situation ne s'améliora pas. Sur les réseaux sociaux, Alyssa commença à afficher des pensées sombres et déformées. Dans la description de son profil, elle mentionnait ouvertement des centres d'intérêt jugés inquiétants, des publications qui alarmèrent profondément les adultes de son entourage. Avec ses amis, Alyssa tenait parfois des propos qui franchissaient une limite, évoquant par exemple le désir de savoir ce que cela fait de faire du mal à quelqu'un,
Sur sa page personnelle, elle écrivit un jour « Les mauvaises décisions font les meilleures histoires ». Elle publia également une courte vidéo sur une plateforme de partage intitulée « Se faire légèrement électrocuter par une clôture électrique ». Dans la séquence, Alyssa riait tout en encourageant ses deux jeunes frères à toucher une clôture électrique à faible voltage. Ce comportement traduisait un manque d'empathie et constituait un signe avant-coureur d'un schéma potentiellement dangereux en train de se former. Après avoir examiné son parcours personnel, le FBI commença à identifier une constance dans ses comportements. Alyssa était une adolescente portant de profondes blessures émotionnelles, avec une tendance au contrôle, un potentiel de comportement préjudiciable et une fascination malsaine pour l'influence exercée sur les autres. Au vu du contenu du journal et de l'ensemble des éléments recueillis, le sergent David Rice estima qu'il était temps de procéder à un interrogatoire formel. Accompagné de Karen et d'un agent spécialisé pour les mineurs, il entra dans la salle d'entretien en appliquant une stratégie soigneusement préparée. Il expliqua plus tard. « Je posais une question, puis je restais silencieux. Je laissais le silence s'installer parfois pendant 1 minute entière, car je savais que si elle cachait quelque chose, c'est le silence qui la pousserait à parler. » L'interrogatoire formel débuta. Alyssa s'assit face au sergent Rice, affichant un calme inhabituel. Lorsqu'on lui demanda de décrire cette journée, elle commença d'une voix posée. Rice prit calmement des notes, mais dans son esprit, les éléments ne concordaient plus. Il savait qu'Alyssa n'avait pas été à l'école ce jour-là. Le premier mensonge venait d'apparaître et ce n'était que le début. Sans l'interrompre, il fit doucement glisser une carte sur la table. « Fais-moi une faveur, dit-il. Montre-moi le trajet que tu as emprunté ce jour-là. » Alyssa fixa le papier pendant un long moment, puis commença à tracer les premières lignes. Elle dessina un itinéraire sinueux s'éloignant de la maison, qui s'arrêtait au cœur des bois. Rice resta silencieux et se contenta d'observer. Dans ces instants de calme, il sut que la pression commençait à l'atteindre. Alyssa déclara qu'après cet après-midi-là, toute la famille s'était rendue à l'église, puis était rentrée à la maison aux alentours de 8 heures ce soir-là. Son récit s'enchaînait avec fluidité, sans la moindre hésitation apparente. Vraiment, vous savez, il y a eu et il y avait des gens là-bas, sur le terrain, je suppose, à creuser des trous ou à regarder à travers certains trous. Et je suppose, vous savez, qu'ils ont dit qu'ils aimeraient aller là-bas et creuser des trous. Donc, vous savez, je vais devoir vous poser quelques questions sur vous-même. Parlez-moi de ces trous. Vous les creusez d'une certaine manière, juste là où ils se trouvent. Je veux dire, est-ce que vous creusez à un endroit précis ou quoi ? Eh bien, et vous pouvez comprendre pourquoi, si des gens étaient dans les bois à votre recherche, à la recherche d'une personne, si elle était perdue ou, Dieu nous en préserve, à la recherche de, s'il pensait que c'était, vous savez, Dieu nous en préserve, un corps. Avez-vous déjà creusé un trou comme celui-ci auparavant ? Alors, ou est-ce la première fois ? Ce n'est pas complètement comme ça, mais c'est un peu comme une Oak Ridge, donc, vous savez, pour une boîte à chaussures, d'accord ? Mais c'est la première fois de cette taille. Oui, d'accord. Eh bien, qu'en est-il des grands ronds dans lesquels je peux entrer entièrement ? Vous avez arrêté de faire ça à cause des chevaux dangereux là-haut, bien sûr. Je veux dire, ils sont énormes. D'accord, il y en a comme 3 ou 4, oui. Après quelques minutes de silence, Rice la regarda droit dans les yeux et lui demanda d'une voix basse. « À ton avis, quel genre de personne pourrait faire du mal à une fillette innocente de 9 ans ?» Alyssa haussa les épaules avec désinvolture et répondit « Je ne sais pas. Probablement une personne horrible, quelqu'un sans aucune conscience. » Alyssa continua d'affirmer qu'elle n'avait jamais été seule avec Elizabeth, qu'elles étaient toujours en présence des autres enfants, et qu'elle avait même participé aux recherches lorsqu'elle avait appris la disparition de la fillette. Que savez-vous de tout ce service d'enquête ? Elle est toujours portée disparue. Ils sont dehors à sa recherche. Ils s'en fichent. C'est
c'est vraiment énorme. Ils ont aussi des hélicoptères qui recherchent, à moins que je ne pense vraiment pas qu'elle aurait fugué parce qu'elle a 9 ans. Je pense que peut-être quelqu'un l'a kidnappée ou quelque chose comme ça. C'est une chose terrible. Je vais devoir... Alors, y a-t-il quelqu'un dans ce secteur auquel vous pouvez penser qui vous vient à l'esprit, que vous penseriez que ferait ça? Y a-t-il quelqu'un, en connaissant vos voisins, que vous savez? Rice commença à l'interroger au sujet du téléphone portable d'Elizabeth. Il expliqua que les données ne mentent pas et que le dernier signal situait l'appareil dans les bois derrière la maison d'Alyssa. Il désigna l'endroit précis sur la carte et observa attentivement sa réaction. Puis Rice orienta la conversation vers la maison et plus précisément vers la chambre d'Alyssa où les enquêteurs avaient découvert plusieurs éléments préoccupants. Maintenant, si je comprends bien, le FBI a fait une perquisition ou quelque chose comme ça dans la maison. Là où vous viviez, parlément, quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était, vous avez tous dit qu'ils avaient fouillé votre chambre? Oui, d'autres graines de marijuana et ce genre de choses. Ils ont trouvé quelque chose? Oui, d'accord. Ils ont pris quelque chose? Ils ont pris mon drap et la taie d'oreiller. Ils ont pris autre chose, je ne pense pas. Je n'ai rien remarqué. D'accord. D'accord. Je pense qu'ils devraient fermer. Alors, ils ont juste... Voici tout un... Ils nous ont donné la liste. Je pourrais... Tu vois, ça ne me revient pas complètement ce qu'il y avait sur la liste. Il y a une longue liste. Ton journal. D'accord. Tu as déjà pensé au journal, je l'ai regardé. Oui. D'accord. Tu savais ça? Non. Est-ce que ça te met en colère? Oh, oui, oui. C'est un peu tes pensées privées, personnelles, ça... Lorsque Rice confronta Alyssa au sujet des pages de son journal, en particulier celles qui avaient été raturées, l'atmosphère dans la pièce changea radicalement. Son calme apparent commença à se fissurer et l'entretien entra dans une phase entièrement nouvelle. Nous avons parlé un peu plus tôt de la technologie, même si vous écrivez quelque chose, puis que vous prenez un stylo et que vous essayez vraiment fort de le rayer, ça ne le fait pas disparaître, mais c'est toujours là. Ce que nous voulons faire, c'est découvrir ce qui s'est passé là-bas. J'ai besoin de savoir quelle est la vérité. D'accord, nous avons votre journal, nous avons lu votre journal, y compris la dernière entrée. Où est-elle? Je sais, vous devez nous dire la vérité, vous devez nous dire ce qui s'est passé. Alyssa affirma qu'elle et Elizabeth jouaient simplement dans les bois et qu'Elizabeth avait glissé, subi un accident grave et perdu connaissance. Paniquée, elle déclara avoir tenté de dissimuler ce qui s'était passé en effaçant les traces de l'incident. Mais lorsque Rice confronta cette version au dernier écrit figurant dans son journal, il comprit immédiatement qu'elle n'était pas véridique et ce n'était que le début. Il poursuivit l'interrogatoire en examinant chaque détail, soulignant les incohérences et les contradictions du récit d'Alyssa. Finalement, l'entrée du journal qui avait été raturée et reconstituée par les enquêteurs apparut clairement. Elle disait « Je viens de prendre la vie de quelqu'un. Je lui ai causé de graves dommages. Maintenant, cette personne n'est plus là. Je ne sais même pas comment me sentir en ce moment. C'est étrange une fois passée la sensation de « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça. C'est devenu excitant. » Bref, maintenant je suis un peu nerveuse et tremblante. Bon, je dois aller à l'église maintenant. Lol. L'entrée était datée du 21 octobre 2009, le jour même de la disparition d'Elizabeth. Rice resta immobile quelques secondes après avoir lu ces lignes. Puis il regarda Alyssa droit dans les yeux et lui déclara que, tôt ou tard, il retrouverait Elizabeth et que, le moment venu, l'examen médico-légal révélerait précisément ce qui s'était passé. Vous savez, je comprends que vous avez dit qu'elle est tombée et que c'est pour ça qu'elle est morte. Cependant, ils le sauront grâce à l'autopsie si elle a été abattue, si elle a été frappée et si sa gorge a été tranchée. Comment est-elle morte, les petites filles de 9 ans? Est-ce que sa gorge a été tranchée? Oui. Oh, d'accord. D'accord. Grand-mère? Oh! Mon Dieu! Je ne vais pas poser de questions maintenant jusqu'à ce que nous... Oh!
Alyssa expliqua à Rice que, cet après-midi-là, elle avait aperçu Elizabeth et Emma en train de jouer dans le jardin. Lorsque Emma s'en alla, elles se retrouvèrent seules toutes les deux. Bien qu'Alyssa continuât de le nier, les enquêteurs pensaient que les faits avaient déjà commencé à se former dans son esprit bien avant ce moment. Elle avait dissimulé un objet domestique dans la poche de sa veste et dit à Elizabeth qu'elle avait quelque chose de spécial à lui montrer. Il leur suffisait de marcher un peu plus profondément dans les bois. Toutes deux marchèrent main dans la main pendant environ 15 minutes à travers les arbres silencieux, alors que la lumière de fin de journée commençait à décliner. Là, Alyssa reconnut avoir commis un acte grave qui laissa Elizabeth incapable de réagir. À cet instant, tandis que les bois s'assombrissaient, Elizabeth, une fillette de 9 ans, a probablement ressenti une peur et une confusion qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à connaître. Ce fut un moment déchirant, où l'enfance d'une petite fille prit fin dans le silence de la forêt. Alyssa déclara ensuite avoir tenté d'effacer les traces de ce qui s'était passé et avoir préparé un endroit dans les bois pour dissimuler les faits. Elle affirma également avoir jeté certains objets personnels dans un ruisseau voisin. Mais pour Rice, certains éléments ne concordaient pas. Le trou découvert par les équipes de recherche n'avait pas pu être creusé le jour même, il existait déjà auparavant, tout comme les autres trous repérés dans la zone. Pour une adolescente sans outils, il aurait été impossible de réaliser tout cela et de rentrer chez elle dans le délai d'1 heure avant le départ de la famille pour l'église. Fort de son expérience d'enquêteur, Rice comprit que s'il parvenait à amener Alyssa à admettre qu'elle avait préparé cet endroit à l'avance, cela démontrerait que ses actes n'avaient pas été impulsifs, mais prémédités. Tu n'avais pas de pelle, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas creusé ce trou, n'est-ce pas? Tu n'as pas... Si j'étais dehors... Bien que les éléments recueillis paraissent impossibles à réaliser par une adolescente seule, Alyssa maintint que c'était elle et elle seule qui connaissait toute la vérité sur ce qui s'était passé dans les bois ce jour-là. D'accord, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'il doit y avoir certaines choses. Certaines choses pour retourner, pour aller là-bas et indiquer. C'est là qu'elle est... Comment allez-vous pouvoir faire ça? Alyssa Bustamante accepta finalement de conduire le sergent Rice jusqu'à l'endroit où elle avait dissimulé des éléments liés à Elizabeth, à seulement une quinzaine de minutes de marche de son domicile. L'équipe d'enquête mit fin aux recherches qui avaient tenu en haleine la petite communauté de St. Martin's pendant plusieurs jours. Un jour après la découverte d'Elizabeth, la police annonça officiellement que l'adolescente de 15 ans avait été placée en détention et inculpée pour homicide volontaire avec préméditation au premier degré. La nouvelle se propagea dans tout le Missouri comme une onde de choc, mettant un terme aux recherches, mais ouvrant une douleur que la communauté n'oublierait jamais. La police interrogea également le petit ami d'Alyssa et lui demanda de se soumettre à un test polygraphique afin de déterminer s'il avait connaissance de quoi que ce soit en lien avec l'incident. Nous savons beaucoup plus de choses et nous mettons la pression sur la famille. Nous avons parlé à plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que le polygraphe me dit? C'est différent. Votre corps vous dit quelque chose de différent ici. Donc, encore une fois, vous savez, si vous en voulez un, diriez-vous d'y aller? Bien que la police ait d'abord soupçonné que le petit ami d'Alyssa puisse en savoir davantage, l'enquête, y compris un test polygraphique, établit qu'il n'avait aucun lien avec l'affaire. Il ne fut jamais inculpé ni considéré comme complice. Selon les écrits figurant dans le journal d'Alyssa, il semblait qu'elle ait agi par une curiosité déformée quant à ce que l'on ressent lorsqu'on contrôle la sécurité d'autrui. Les enquêteurs indiquèrent qu'elle avait préparé 2 zones dans les bois plusieurs semaines à l'avance, comme si elle attendait une occasion. L'objectif du second site ne fut jamais entièrement déterminé, mais la police soupçonna qu'il pouvait être lié à un risque potentiel concernant ses 2 jeunes frères. Le 28 octobre 2009, une semaine après sa disparition, Elizabeth Alton, âgée de 9 ans, la petite fille qui aimait la couleur rose, fut honorée lors d'une cérémonie commémorative profondément émouvante. Un corbillard rose et blanc avança lentement entre 2 rangées d'habitants alignés de part et d'autre de la rue. Toute la petite communauté baissa la tête pour lui dire adieu. Les premiers intervenants, les enquêteurs et les bénévoles ayant participé aux recherches, étaient assis au premier rang silencieux.
bouleversés, incapables de retenir leurs larmes. L'affaire laissa une blessure émotionnelle durable, obligeant la ville à affronter une perte qu'elle n'aurait jamais imaginée possible dans un lieu aussi paisible. J'espère que justice sera rendue, je le souhaite vraiment, parce que ce n'est pas juste... Vous êtes juste innocente. Elle n'a rien fait pour mériter d'être tuée comme elle a été tuée. Elle n'a pas eu une chance dans la vie, c'était que des câlins et, je veux dire, se tenir l'un l'autre, et c'est comme ça. Je veux dire, vous, c'était difficile de partir et c'était d'y arriver. Comme je l'ai dit, elle était mon petit insecte. Je veux dire, elle est mon cœur. Je veux dire, j'ai acheté une maison à Russellville et sa chambre avec la peinture. C'est tout Barbie et tout. Elle est extravertie, elle est active et elle fait du vélo. J'ai sa photo sur mon mur. D'accord, chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Je deviens fou, je me mets en colère. Je suis vraiment désolé. Chaque nuit, je lui dis que je l'aime et que je suis désolé de ne pas avoir été là pour la protéger. Chaque nuit. D'accord, je voudrais juste que ça ne soit jamais arrivé. Les gens qui ne vous connaissent pas, on peut vanter à vous voir à la caméra et penser... vous savez quoi, qu'est-ce qu'il fait derrière les barreaux? Pourquoi devrais-je avoir pitié de ce type? N'ayez pas pitié de moi, ayez pitié de ma fille. D'accord, j'ai pitié de ses frères et sœurs. D'accord, c'est ça le cœur pour le monde parce qu'il passe à côté d'un enfant magnifique. J'ai ma fille. D'accord, j'ai fait des erreurs. D'accord, je ne serais pas ici sinon. Vous savez, j'aurais dû être là-bas à protéger ma fille. J'aurais dû être là-bas tous les jours, protéger ma famille. Quoi? Est-ce que je pourrais revenir en arrière et faire ça? En novembre 2009, bien que l'équipe de la défense ait tenté de plaider la clémence en invoquant l'enfance instable d'Alyssa et son jeune âge, le tribunal estima que l'affaire devait être traitée avec toute la rigueur prévue par la loi. Le juge rendit sa décision. Alyssa Bustamante serait jugée comme une adulte et fut formellement inculpée. Alyssa plaida non coupable et les préparatifs du procès commencèrent. Mais alors que la famille d'Elizabeth et les procureurs avaient le sentiment de se rapprocher enfin de la justice, un revers majeur survint. En juin 2011, l'équipe de défense d'Alyssa demanda au tribunal d'écarter l'intégralité de son interrogatoire mené par le sergent Rice. Après avoir examiné les circonstances, notamment l'âge d'Alyssa et les conditions dans lesquelles l'audition avait été conduite en présence d'un agent spécialisé pour les mineurs, le juge décida qu'une partie de sa déclaration ne serait pas recevable devant la Cour. Cette décision retarda la procédure, repoussant la date officielle du procès au début de l'année 2012. Les procureurs comprirent alors qu'ils se trouvaient dans une position délicate. Après plusieurs semaines de réflexion, ils optèrent pour une autre voie, un accord de plaideur coupable. Au lieu d'être jugé pour meurtre au premier degré, Alyssa Bustamante plaiderait coupable d'homicide volontaire au second degré, un compromis qui lui permettait d'éviter la peine maximale. Alyssa accepta. Elle retira sa déclaration initiale et reconnut sa responsabilité pour la nouvelle qualification retenue. Lorsque l'audience eut lieu, la salle d'audience était comble. Chacun attendait en silence d'entendre ce qui allait enfin être révélé. Dans le cadre de l'accord, Alyssa était tenue de décrire en détail ce qui s'était passé cet après-midi-là. Sa voix était douce, mais chaque mot suspendait le souffle de l'assistance. Des journalistes décrivirent plus tard l'atmosphère comme si lourde qu'on pouvait presque la ressentir physiquement. L'équipe de la défense mit en avant son enfance traumatisante, ses graves troubles psychologiques, et soutint que les médicaments qui lui avaient été prescrits avaient pu la rendre plus impulsive et moins capable de maîtriser ses actes. Malgré tous les arguments avancés par la défense, Alyssa Bustamante fut condamnée à la réclusion à perpétuité pour meurtre au second degré, assortie d'une peine supplémentaire de 30 ans pour l'utilisation d'un objet dangereux lors de l'infraction. Les deux peines devaient être purgées consécutivement. Cependant, quelques mois plus tard, la Cour suprême des États-Unis statua que les mineurs ne pouvaient pas se voir infliger automatiquement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En vertu du droit du Missouri, cela signifiait qu'Alyssa pourrait demander une libération conditionnelle après 30 ans d'incarcération.
Lors de l'audience de condamnation, Patty, la mère d'Elizabeth, se leva pour prendre la parole. Sa voix tremblait, se brisant à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le juge lui demande doucement de faire une pause. Dans la salle d'audience silencieuse, chacun ressentait un chagrin que les mots ne pouvaient pleinement exprimer. Lorsque ce fut à son tour de s'exprimer, Alyssa déclara « Je ne peux pas comprendre pleinement ce que tout le monde traverse. J'aimerais pouvoir tout échanger pour ramener Elizabeth. » Mais personne ne l'a cru. Un détective présent indiqua qu'au moment où Alyssa termina sa déclaration, Karen et Gary, les grands-parents qui l'avaient élevée pendant des années, se levèrent et quittèrent silencieusement la salle d'audience. À cet instant, Alyssa sembla réaliser que les deux seules personnes qui l'avaient soutenue jusqu'alors venaient de se détourner d'elle. Après l'audience, Patty déclara aux journalistes qu'elle ne croyait pas aux paroles de regret exprimées par Alyssa. Selon ses mots, tout ce qu'elle a dit était un mensonge, un texte écrit par ses avocats. Une personne réellement repentante ne pourrait jamais parler avec une telle froideur. Le procureur Mark Richardson déclara que, durant toute sa carrière, il n'avait jamais été confronté à une affaire aussi obsédante et troublante et qu'il espérait ne jamais en connaître une autre de cette nature. Son mobile est la chose la plus absurde et la plus dérangeante qu'un être humain puisse avoir, dit-il. Priver un enfant de la possibilité de grandir par simple curiosité, ce n'est pas une erreur. C'est une absence totale de jugement moral et d'humanité. Un psychologue légiste sollicité pour l'analyse indiqua également que, compte tenu des schémas de comportement d'Alyssa observés sur de nombreuses années, cette tragédie n'était qu'une question de temps si elle ne recevait pas une prise en charge appropriée. Après le procès, Patty, la mère d'Elizabeth, choisit d'engager une action en justice non seulement contre Alyssa, mais aussi contre l'établissement médical qui l'avait autrefois prise en charge. Elle estimait que le système de santé avait manqué des signes d'alerte évidents et aurait pu empêcher la tragédie. Toutefois, le juge rejeta les poursuites visant l'hôpital. Tandis que l'action civile intentée contre Alyssa aboutit, le tribunal condamna Alyssa à verser à Patty 5 millions de dollars à titre de réparation pour le préjudice émotionnel subi. En 2014, Alyssa Bustamante fit appel de sa condamnation pénale, mais sa demande fut rejetée. Cette décision mit un terme à l'une des affaires les plus marquantes et les plus troublantes de l'histoire du Missouri. L'histoire d'Elizabeth Holton n'est pas seulement celle d'un documentaire de true crime bouleversant, c'est un avertissement douloureux sur ce qui peut arriver lorsque nous ne savons pas reconnaître les signaux d'alerte appelant à l'aide. Une enfant qui n'aurait dû se préoccuper que de ses devoirs et des répétitions de sa pièce scolaire est devenue la victime d'une détresse profonde et d'une défaillance du système de protection de l'enfance, un système qui aurait dû préserver la sécurité d'une petite communauté, mais qui n'a pas été en mesure de la protéger. Alyssa Bustamante a certes été condamnée à une peine de prison, mais le véritable jugement concerne une société qui a réagi trop tard, qui n'a pas perçu la souffrance grandissante d'une adolescente s'enfonçant progressivement dans un état de plus en plus préoccupant. La perte d'Elizabeth est une douleur qui ne s'efface jamais, mais elle rappelle aussi que la justice pour les victimes ne commence ni ne s'achève dans une salle d'audience, elle commence dans la manière dont nous éduquons. Écoutons et prenons soin des jeunes qui nous entourent. Chaque geste d'affection, chaque question posée, chaque petite attention peut sauver une vie. Le silence parfois est ce qu'il y a de plus dangereux. Merci d'avoir suivi ce récit à la fois déchirant et nécessaire. Elizabeth laissera à jamais une trace dans le cœur de celles et ceux qui croient en la compassion et en l'équité. Une fillette de 9 ans pleine de rêves, de musique et d'amour pour la scène aurait dû grandir entourée d'affection. Au lieu de cela, le monde n'a pas su la protéger. Parce que des signes avant-coureurs ont été ignorés et que le silence a duré trop longtemps. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public aux questions de justice et de protection de l'enfance. Elle n'a pas pour objectif de sensationnaliser ni de choquer. Nous vous invitons à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications afin de nous rejoindre pour nos prochains documentaires de True Crime, où chaque histoire se veut une voix pour la justice envers les enfants, pour leur protection, et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, pris en charge et entendu.